Bonjour, bonjour et bienvenue sur ce premier épisode de Matière vibrante. Nos objets ont une âme et les choisir avec conscience participe à l'atmosphère d'un lieu. Pour cela, je pars à la rencontre de ceux qui les façonnent. Des céramistes, tourneurs sur bois, artistes, fileurs, pour mieux comprendre ce qui les anime. Quelle part d'eux ils mettent dans leur création. Une conversation croisée entre matière et technique, sensible et émotion, dans les ateliers d'artisans talentueux. Aujourd'hui, je pars à la rencontre de Virginie, d'Atelier Toltec. Virginie est céramiste intuitive même. Elle nous parle de son parcours, de son processus créatif, de son rapport à l'objet et de son matériau, la terre bien sûr. Allez, c'est parti. Bienvenue chez Atelier Toltec. Bonjour Virginie. Bonjour Gaëlle. Alors aujourd'hui, grâce à toi, j'enregistre le premier épisode d'un nouveau format que j'ai voulu créer qui s'appelle Matière vibrante. Donc tu es ma première invitée. Écoute, je te remercie beaucoup. Donc déjà, est-ce que tu pourrais te présenter Virginie? Où est-ce qu'on est? Qu'est-ce que tu fais? Tout ça. Ok. Écoute, j'ai 37 ans et j'ai fait une reconversion dans la céramique il y a maintenant 3 ans. D'accord. Et on est au fond de mon jardin, dans un petit atelier, une petite cabane en bois, pour l'instant. C'est là où tu façonnes tout? Oui. Tout ce que tu crées. Aujourd'hui, tu as choisi le matériau terre. Ouais. Comment tu es arrivée jusqu'à la terre Parce qu'avant, tu utilisais un autre matériau, je crois. J'utilisais, effectivement, je travaillais une autre matière qui était le cheveu, puisque j'étais coiffeuse et que j'ai eu un salon pendant quelques années. Et en fait, choisir la terre, j'ai pas vraiment eu l'impression de choisir. D'accord. Ça s'est un peu imposé. Je dirais que je fais souvent cette démarche en fait de faire des choix dans la vie au moment où tu n'as plus le choix. Donc voilà, j'étais arrivée au bout, je pense, de l'expérience que j'avais à vivre avec dans les la cheveux. Coiffure, ouais, c'est ça. Et j'avais découvert la terre par biais de loisirs, de cours de loisirs, et même plus jeune, à l'école primaire. Mais ça, je m'en suis pas souvenue tout de suite. Et donc, j'ai su, en fait, vu que j'étais quand même déjà dans un milieu artisanal, créatif, manuel, j'ai quand même su très vite qu'il fallait que je travaille une matière. Et j'ai compris au fil effectivement de mes expériences professionnelles que mon environnement, il était plus favorable dans un atelier seul, voilà, en tout cas en train de fabriquer des choses, peut-être des objets, ce qui ne me coupe pas pour autant de l'humain, qui était très présent, mais voilà, ça s'est présenté sans que je le cherche, en fait. Ça s'est quelque part imposé à toi? Ça s'est un peu imposé à moi. Voilà, j'avais repris des cours de loisirs et j'ai tout de suite compris que c'était ce que je voulais faire. C'était ton nouveau métier. Exactement. En devenir. Tout à fait. Donc là, concrètement, ça fait combien de temps que tu te consacres uniquement à la terre? Uniquement à la terre, écoute, ça fait concrètement premier confinement. D'accord. Donc, où j'ai tout de suite investi dans le matériel, entrepris des stages chez des céramistes.
Donc, je suis plutôt autodidacte, puisque je n'ai pas passé de diplôme à ce jour. C'est peut-être quelque chose que je ferai par la suite. Je suis encore en réflexion par rapport à ça. Mais, tu crois que ça t'apporterait quoi aujourd'hui ? Je pense que ça pourrait m'apporter peut-être encore plus d'aspects techniques, finalement. C'est ce que je vais rechercher, au-delà de la légitimité que j'évoquais au départ. Comme tout le monde, je crois. Comme tout le monde, hein, qui finalement s'amenuise au fil des expériences et au fil de la pratique. Maintenant, je pense qu'on peut peut-être apprendre des choses peut-être plus scolaires à l'école. Peut-être que j'aime bien ça. Mais qu'en même temps, j'aime aussi aller chercher chez des potiers installés leurs techniques, leurs expériences. Là, je pense que ça n'a pas de comparaison possible avec une école. Là, c'est carrément... Là, tu rencontres plus de l'humain que de la technique, peut-être. Ouais, je rencontre plus de l'humain que de la technique. Et finalement, c'est un métier où on apprend de nos expérimentations. Donc, je ne pourrais pas apprendre ça ailleurs que chez quelqu'un qui a expérimenté quelque chose et qui me le transmet, s'il veut bien. S'il veut bien me transmettre. Si on en vient à ta façon de créer, aujourd'hui, la terre, ça crée quoi comme émotion ? Le fait de travailler la matière terre, ça crée quoi en toi comme émotion ? Je sais pas, dans ton corps, dans ta tête qu'est-ce qui se passe en fait quand tu crées une pièce ou une collection, parce que je sais que tu travailles sous forme de collection maintenant. Oui, j'ai essayé de développer cet aspect. La terre, en fait, travailler la terre, je pense que ça m'a permis de travailler l'ancrage. Donc, on peut vraiment visualiser peut-être cet aspect-là. Pour moi, ça a été vraiment une possibilité de me poser derrière mon tour ou derrière mon établi et d'être pleinement dans l'instant présent. D'accord. Peut-être parce que dans un premier temps, quand on est bien à un endroit, on est plus connecté à l'instant présent. On n'est pas en train d'attendre vite l'heure de la débauche et de regarder sa montre ou d'attendre le week-end. Donc ça a été quand même vraiment un élément qui m'a permis de comprendre que c'était aussi ma place. C'est-à-dire que même le week-end, j'ai envie de venir. D'accord. Où il n'y a pas de différence entre... mon énergie, elle n'est pas plus faible les périodes où je travaille et vite, il me faut les temps de repos pour être bien. Et voilà, c'est souvent malheureusement le cas dans nos vies aujourd'hui. Mais trouver cet endroit où on est aussi bien tous les jours, ça, j'ai trouvé que ça n'avait pas de comparaison. Je comprends. Est-ce que tu dirais que c'est un moyen d'être en contact avec toi au final ? Oui, complètement. Avec ton intériorité, ton intérieur. Oui, complètement, parce que cette connexion au moment présent, il nous fait vraiment, je pense, nous ramener vraiment à soi. Et puis là, de travailler seul, peut-être aussi. C'est un moyen d'être connecté à ses émotions et d'écouter son propre rythme. C'est quelque chose avec lequel j'étais très détachée avant, où on peut pas forcément le faire, ou on peut pas toujours adapter son travail. Mais là, en l'occurrence, c'est vraiment quelque chose que je souhaitais et que je peux faire grâce à ce métier. C'est-à-dire que si un jour où je suis fatiguée ou je ne suis pas en forme, je vais venir quand même, mais du coup, je vais travailler beaucoup plus lentement. Où je ne vais pas faire les mêmes tâches. Voilà. D'accord. Ça veut dire qu'il y a des tâches des tâches qui sont plus destinées à un moment mélancolique, on va dire, ou au contraire, tu as une énergie de feu, là, et tu vas faire plutôt telle autre tâche, c'est ça ? Oui, complètement. D'accord. Je pense qu'on se doute peut-être pas, mais il y a dans le métier vraiment plein de tâches, on va appeler ça comme ça, différentes. Parlons par exemple du recyclage, où là, ça va nécessiter un peu d'énergie physique. Donc, c'est toutes les pièces qui ne t'ont pas donné satisfaction, quelque part, ou qui se déforment. Exactement. C'est ça, hein. Voilà, c'est des pièces qui, tant qu'elles ne sont pas... ou de la terre, des petits copeaux de terre qu'on peut aussi récupérer après le tournasage. Tout ce qui est terre crue, en fait, qui finissent dans des bacs qu'on réhumidifie et qui peuvent être recyclés, qui vont être
mélanger, voilà, sécher sur une plaque de plâtre et remalaxer. Et donc, voilà, il y a quand même un aspect un peu physique. On porte des seaux un peu lourds, voilà. Et c'est pas super agréable. Donc, il faut être dans une énergie de... C'est comme les jours où tu as envie de faire le grand ménage, quoi, tu vois. D'accord. Enfin, pour ma part, j'écoute beaucoup, finalement, maintenant, ce que j'avais jamais pu écouter avant, c'est-à-dire Mais avant, tu écoutais tes clientes. Ouais, c'est ça. Mes clientes, mes horaires de rendez-vous et mes objectifs et tout ce qu'il fallait atteindre avant le bien-être, finalement. Ouais. Et par exemple, quand tu es sur ton tour, quelle énergie, quelle émotion, quelle sensation, quelque part, t'as envie d'y attacher? Moi, c'est vrai que quand j'observe, t'as un côté très englobant, très... t'es souvent penché sur ton tour, ce côté un peu maternant, même, j'ai envie de dire. Enfin, moi, c'est la sensation que ça me procure. D'accord. Mais comme je ne pratique pas, je te ferai essayer. Je ne garantis pas le résultat. Mais c'est cette sensation-là, c'est cette sensation j'englobe la pièce que je suis en train de... un côté très tourné vers la pièce, en fait, très maternant, très protecteur. Ouais. Ah, c'est cette sensation que je ressens, moi. Et toi, donc, l'experte, qu'est-ce qui se passe en toi quand tu tournes? C'est très intéressant d'entendre ton retour sur ce que tu perçois quand tu as pu voir ou me voir tourner, parce que j'ai pas ce recul-là sur la situation. Donc, moi, ma manière de l'aborder, elle est complètement naturelle et je me mets pas du tout en condition. Et comme j'évoquais tout à l'heure, en fait, si c'est un jour où ça va pas, ou parfois si on peut être énervé, fatigué, c'est pas le tour que je vais choisir. D'accord. Comme technique de façonnage, parce que ça marche pas. Généralement, en fait, j'ai l'impression que le tour, c'est vraiment un indicateur en tout cas un récepteur d'émotions. C'est-à-dire que si ça va pas à l'intérieur, tu vois, c'est un tour, hein, ça tourne. Hein. Ouais. Donc, ça va pas tourner rond. Hein. Par expérience, je crois qu'à chaque fois que j'étais pas enclin que j'étais pas super bien à l'intérieur, ça marchait pas. D'accord. Donc, Et donc, tu saurais pas dire ce qui se passe? Dans quel état émotionnel tu dois être à ce moment-là? Alors, tu m'as dit bien, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose derrière? Ah ouais, est-ce que c'est la joie? Enfin, tu vois, quel est le sentiment? Ouais, ça peut être plein d'émotions, finalement. C'est pas non plus que quand je me sens vraiment bien. Je dirais que ça marche pas quand je me sens vraiment pas bien. Par contre, ça peut être de la mélancolie, parfois ça peut être de la tristesse un peu, ça peut être de la joie. Je peux me sentir super alignée, parce que bon, quand même, généralement, quand je suis ici, ça m'ancre direct et j'arrive à laisser un peu... les soucis en dehors de l'atelier, mais voilà, c'est pas toujours le cas. Et en fait, je suis vraiment telle que, comme on peut le savoir, hein, l'humain, il a plein d'émotions différentes dans la journée. Donc, j'essaye d'être vraiment telle que je suis. Je change pas, je ne mets pas une intention particulière, celle de m'écouter, en fait. Vraiment, ça va être l'intention. Donc, c'est l'envie qui te guide. Ouais, c'est l'envie et finalement il y a aussi un moteur de création qui est là, puisqu'on arrive ici pour créer des objets, donc on a plein d'idées ou des projets qui sont en cours, donc il y a quand même cette motivation de mettre en forme l'objet qu'on a en tête ou qu'on a dessiné vite fait sur un croquis qu'on a pensé avec quelqu'un, ou donc ça c'est aussi cette motivation de création de l'objet final. Exactement. Justement, si on en vient à ton inspiration, qu'est-ce qui t'inspire aujourd'hui pour créer telle ou telle pièce ou telle... là, tu as créé une collection, on peut l'appeler comme ça, qui s'appelle Soledad. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui t'a amené vers, par exemple, cette collection ou vers telle autre? Qu'est-ce qui t'inspire au quotidien? De quoi tu te nourris au quotidien pour trouver... le chemin de la nouvelle collection, du nouvel objet? Ouais. Écoute, j'ai beaucoup tâtonné, puisque forcément, au départ, quand on apprend un nouveau métier, il y a quand même les paramètres d'apprentissage. Mais voilà, on y met tout de suite beaucoup de soi. Donc,
Et il y a quelque chose qui ressort toujours chez moi et que j'aime beaucoup approfondir, c'est quand même l'aspect philosophie, psychologie et effectivement l'écoute des émotions. Donc en fait, j'ai vu que je l'appliquais dans mon travail au quotidien naturellement, hein, j'avais quand même envie de partager des notions en même temps. Je ne sais pas, c'est venu assez naturellement. Puisqu'effectivement, j'ai une approche assez intuitive du travail. On en avait parlé toutes les deux. Et ça fait que ça m'a menée vers... effectivement, je réfléchis quand même pas mal quand je suis dans cet espace, dans cet atelier. Tu réfléchis concrètement ici? Ouais, je réfléchis concrètement. Je pense que j'écoute pas mal de podcasts aussi. Et en fait, voilà, je suis vraiment très intéressée par l'humain, finalement. Par l'humain, par la psychologie, par l'émotion, voilà, par toutes ces sciences. Et qui, du coup, comme mon travail en est emprunt, ça fait partie de moi, naturellement, je me suis dit que j'avais envie de diriger cette réflexion que je peux avoir, que je peux mener, qui sont évidemment souvent en parallèle de ce que je peux vivre dans ma vie personnelle, hein, et comme sûrement beaucoup d'artistes qui vont s'inspirer de leur propre vie. Et du coup, j'ai eu envie de faire un parallèle avec un sujet, un courant de pensée, voilà, une émotion, et de mettre un peu de philosophie finalement dans mon travail. Donc j'ai abordé cette collection Soledad qui finalement est... En fait, c'est arrivé à moi, hein. Voilà, c'est arrivé et j'ai eu envie d'expérimenter un peu ça et de partager ça. Ça a suscité pas mal de retours positifs et d'échanges en fait. Donc c'est ce que j'avais envie de créer finalement, puisqu'on est quand même tout seul dans un atelier. Donc Soledad, on va rappeler que ça veut dire solitude. Et du coup, j'avais envie de, finalement, paradoxalement, un petit peu créer de l'échange grâce à ça et de pouvoir échanger sur ces pensées-là, sur la manière dont chacun vit les choses aussi. Et finalement, je crée des pièces qu'on peut utiliser seul, mais qu'on peut aussi utiliser entourées autour d'une table. Enfin, c'est un sujet qui est assez passionnant, qui est vaste. Et voilà, je trouve que en fait, ça laisse vraiment une porte ouverte qui ne se ferme jamais. Hein. Donc, du coup, ça, mais c'est ce qui crée aussi ton univers et ta particularité. D'apporter une dimension de pensée, et c'est vrai que tu crées des... Ouais, voilà. Et c'est vrai que tu crées aussi des pièces donc, du quotidien, donc des assiettes, des tasses, etc. Mais tu fais aussi des pièces plus aussi... Enfin, il n'y a pas de jugement de valeur quand je dis plus, mais peut-être plus décoratives, les vases et ce genre de choses, où c'est très organique. Et très ancré, enfin, à la nature. Enfin, moi, j'ai un vase de ta collection. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a ce côté très, dans ton choix de terre, très, qui s'apparente au sable. Oui. Donc, c'est vrai que moi, j'aime bien le toucher. Il n'y a pas de fleurs dedans. C'est un vase pourtant, mais il n'y a pas sa fonction de vase, mais je le vois plus comme une sculpture en fait. D'accord, intéressant. Et il est dans mon bureau et c'est vrai que je le touche régulièrement parce que je trouve qu'il y a un côté très vibratoire de connexion à la nature. Bon, c'est vrai que nous, on n'est pas très loin tu travailles dans le Médoc, on n'est pas très loin des plages médocaines, etc. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je ressens à chaque fois. Et que ça soit à l'œil ou au toucher, moi en tous les cas, j'ai la même sensation. D'accord. C'est que j'ai pas besoin de le toucher pour ressentir l'océan, par exemple. Voilà. Donc je trouve que tu fais des pièces qui sont très sensorielles et organiques, notamment je pense au vase un peu plus haut, que je mettrai en photo sur Instagram et qu'on pourra découvrir. Mais l'idée, voilà, c'est cette sensation très féminine, en fait, comme une amphore. Grec. Ça me connecte à ça, en fait. D'accord. Voilà. C'est chouette. Très, très chouette d'avoir ton retour. Enfin, ce n'est que le mien. Ouais. Est-ce que toi, dans ta façon de... alors, j'aime pas trop le terme que j'employais, mais c'est pas grave de le dire quand même parce que c'est parlant. Dans ta manière de consommer l'objet, donc dans ta maison, chez toi,
est-ce que tu prêtes, je pense que je connais la réponse, mais comment tu choisis un objet aujourd'hui qui va t'entourer dans ton quotidien, etc. C'est quoi cette démarche que tu peux avoir aujourd'hui, toi, quand tu achètes un objet créé ou dans la grande distribution, etc. Comment tu consommes aujourd'hui l'objet? Ouais. Écoute, on va forcément parler de conscience à ce moment-là. Choisir en conscience un objet, qu'est-ce que ça veut dire? Ça va être vraiment pour ramener finalement sa conscience. Encore une fois, on va parler d'instant présent, mais je trouve que c'est quelque chose qui caractérise aussi énormément mon approche du travail et de la vie en général. Et finalement, choisir son objet va vraiment ancrer dans l'instant. Je ne sais pas, prenons l'exemple de la pause café. Et du coup, boire son café dans la tasse qu'on aura choisie à ce moment-là, qui aura été fabriquée par un artisan qui aura mis un peu de soi finalement dans l'objet, puisque c'est le cas de tous ceux qui vont fabriquer un objet à la main. Voilà, on va ramener dans une conscience de l'instant et dans la beauté aussi de ce qui peut nous entourer. Donc moi je suis dans une démarche aussi un peu plus minimaliste, donc même si je fabrique des objets en petite série, je me dis que voilà, il va pouvoir être choisi consciemment par l'utilisateur, adopté. Il va pouvoir mener une vie ailleurs. Et on ne sera certainement pas dans ce schéma d'accumulation qu'on a pu connaître quand même ces dernières années. Et je trouve que voilà, ça ramène vraiment à une beauté de l'instant et de l'objet, une conscience. D'accord. Donc aujourd'hui, c'est vrai que moi j'ai vu ta maison. Et c'est vrai que la particularité, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'objets au final. Enfin, il y en a, comme dans toute maison. Mais, et puis on sent que les choses sont choisies, effectivement, là, je pense aussi de manière intuitive. Oui. Il n'y a pas de l'idée de créer un décor. C'est que, notamment, je pense à ta petite étagère qui est dans la cuisine, où on retrouve un mélange peut-être de tes pièces, mais il y a peut-être d'autres pièces créées par d'autres. Oui, j'ai le plaisir effectivement de me procurer des pièces d'autres céramistes. Avec joie dès que c'est possible et de les sélectionner avec toute l'intuition dont je suis dotée, puisque je ne pourrais pas effectivement choisir avec un thème couleur par exemple. Ouais, c'est ça. Donc, et puis sa vie, donc oui, c'est pas non plus une organisation rangée ou posée d'une certaine manière pour répondre à un schéma d'installation décorative, même si ça peut être très beau à l'œil, mais finalement dans une cuisine, on parle d'une étagère là, qui est dans une cuisine et qui vit, une petite photo. Voilà, qui vit tous les jours. Donc on prend l'objet, on le pose et voilà, il y a d'autres petites personnes qui vivent aussi et qui se servent et qui reposent. Et c'est très bien comme ça, voilà, pour pas être dans une rigidité de l'utilisation non plus finalement, surtout dans une cuisine. Ouais, carrément. Les collections que tu crées aujourd'hui, tu as l'intention de faire une collection annuelle, biannuelle? Comment ça se passe aujourd'hui? C'est une bonne question. Parce que quand on marche comme ça, à l'intuition, il n'y a pas beaucoup de plans définis pour l'avenir. Donc malheureusement, il faut que je travaille peut-être un peu là-dessus. Et encore que c'est très bien comme ça, certainement. Donc là, je pensais peut-être au départ, quand je l'ai créé, proposer une collection par an. Pour quand même alors j'aime pas ce terme, s'imposer un rythme, voilà, peut-être pour cadencer les choses et puis proposer une expérience au client finalement aussi, au consommateur qui va peut-être se lasser d'une certaine... même si finalement c'est un sujet qu'on peut déployer longtemps, donc c'est une réflexion qu'on peut mener, qui est jamais terminée. Donc, j'avouerai que je suis encore dans la phase de réflexion par rapport à ça, puisque je n'ai pas vraiment le souhait de m'imposer les choses ou d'être dans un aspect un peu trop marketing. Mais voilà, je sais qu'en même temps, je suis dans un métier qui vend. Enfin, ça reste du commerce aussi. Ah, tu fais de la vente d'un produit. Voilà. Si on est vraiment dans le marketing. Voilà, donc on pourra comprendre par là que je ne suis pas encore... Après, il y a produit et produit. Voilà, c'est ça, exactement. Donc on est là sur l'objet, on va l'appeler comme ça.
l'objet, mais il faut que je structure. C'est plus adapté qu'imposé, je trouve. Que je structure, voilà, pourquoi pas une dynamique sur un rythme de collection et changer de thème. Après ça, on a marre de parler de la solitude. On va parler d'autre chose après. J'ai des petites idées. Aujourd'hui, on parlait de marketing, donc on va parler de vente. Comment tu vends tes produits? Comment tu rentres en interaction avec tes clients finaux aujourd'hui? J'ai plusieurs vecteurs finalement, puisque ça nous permet d'en avoir plusieurs. J'imagine que ça s'affinera dans le temps pour sélectionner aussi les plus adéquates pour moi. Donc là, aujourd'hui, il y avait un site de vente en ligne qui est un tout petit peu hors ligne en ce moment, qui est un peu cassé. C'est pas grave. Donc il y avait la vente un peu en ligne. La vente directe par des clients que je vais rencontrer lors d'événements. Donc je participe à certains marchés de créateurs. Que tu as fait récemment d'ailleurs, je crois. J'en ai fait récemment cet été sur la Darnos, côte. c'est ça? Ouais, exactement. Et d'ailleurs, lors de ces marchés, donc je pense que c'est toujours à la fois des moments euphorisants parce que tu rencontres les personnes qui vont adopter tes pièces, mais en même temps, j'imagine que le retour sur ton travail, c'est toujours, pour quelqu'un d'un peu timide à ce niveau-là, c'est toujours un peu... On ne sait pas où placer l'ego, j'imagine. Quel accueil tu as eu en direct avec tes clients et écoute, tes adoptants? Beaucoup de chance. Ouais, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai quand même beaucoup de retours positifs et effectivement, c'est là où c'est chouette d'aller rencontrer le client et puis quand même ce sont des objets, donc toucher les pièces, c'est pas rien de pouvoir échanger sur la technique utilisée. J'ai aussi croisé pas mal de gens qui avaient aussi mis les mains dans la terre à un moment donné, donc c'est rigolo. Mais après, ça ne veut pas dire que j'attends que des retours positifs. Je suis bien sûr. Très ouverte à la critique, appelons-la comme ça, pour avancer. Mais l'avantage, c'est que là, effectivement, généralement, les retours sont chouettes, sont pleins de compliments, et même si les gens n'achètent pas forcément la pièce, sont curieux. Et voilà, c'est quand même vraiment le plaisir d'échanger là, en direct, avec de l'humain, puisque on le croise pas tous les jours quand l'atelier est pas ouvert au public, et se confronter à ça, effectivement, c'est confrontant. Il n'y a pas de terme. C'est confrontant par rapport à ses propres, effectivement, doutes. Mais voilà, comme tous les retours sont positifs, on repart nourri de ces compliments et reboosté pour pouvoir proposer de nouvelles choses. Tu as d'autres marchés prévus ? Peut-être prochainement, peut-être à Noël, je sais pas. Il y a quelque chose de prévu là à l'automne. D'accord. Chez une grande enseigne, je ne sais pas si je cite des noms de marques. C'est bon, on n'est pas dans une multinationale encore. On a le droit de dire tout ce qu'on veut. Oui, non, là du coup, le projet, j'ai pas encore communiqué sur les réseaux, donc c'est une avant-première. C'est pas mal ça. Ouais, c'est cool ça. Je vais être 3 semaines comptoir des créateurs français chez Alinea. D'accord. Donc à Mérignac, pour ceux qui seront dans la région et qui veulent venir me voir, ce sera avec plaisir. Donc ça, c'est un gros projet où du coup je travaille sur la fabrication en ce moment d'un peu de stock pour proposer un panel d'objets, donc la collection, mais du coup aussi des petites nouveautés bien sûr. Et donc ça, c'est pour l'automne. Et puis, marché de Noël, super sympa à Bordeaux, assez connu, qui est Darwin, qui arrive pour le mois de décembre. D'accord. Donc voilà, 2 projets assez grands finalement, pour lesquels, en tout cas, il faut produire suffisamment. En amont. Ouais, voilà, où j'ai pas l'habitude de faire de la quantité. D'ailleurs, je t'ai pas posé cette question. Entre, je pense, une pièce, elle sort du four et elle est disponible à l'adoption. Ah oui. Il y a combien de temps ? Alors ça peut être très long parce que si on parle de je pense... Oui, on va dire que je la commence. Je la commence, oui, c'est vrai. Ouais, tu vois, tout est relatif. Je la commence à peu près 1 mois. D'accord. Alors, si elle était toute seule, ça pourrait mettre 15 jours. Mais en fait, donc j'ai un four assez grand. Et oui, tu le fais pas partir pour 2 pièces. Il va falloir le remplir. Donc... mais il y a tout un processus, si on parle d'une pièce où on la fabrique, elle va à peu près sécher. Donc déjà, pour la fabriquer, il y a plusieurs jours
Il y a quelques étapes où ça peut prendre 2 à 3 jours selon la météo. En fait, on est dépendant de la météo, puisque y a de l'humidité dans la terre et ça va sécher plus ou moins vite. Il faut qu'elle soit complètement sèche avant de subir sa première cuisson, donc il peut facilement se passer en moyenne 1 semaine, parfois plus l'hiver si c'est très humide. Qu'elle soit vraiment sèche à cœur. Si elle contient de l'eau, elle explosera dans le four à la première cuisson, donc c'est pas cool. Non. Elle va subir sa première cuisson qu'on appelle dégourdie quand on travaille le grès. Elle reste un peu poreuse. On pourra à ce moment-là la tremper dans l'émail et lui faire subir sa deuxième cuisson à haute température, généralement 1280 degrés. Précisément. Voilà, il fait bien chaud dans l'atelier. Et à ce moment-là, donc voilà, ça nécessite à peu près minimum 3 semaines. Donc on va faire une moyenne d'1 mois à peu près. Ça justifie quelque part les prix aussi, parce que si on reste dans l'idée de vente, etc., j'imagine que souvent, c'est ce qui les gens peuvent dire, c'est les pièces de céramique, quelles qu'elles soient, ont un coût comparé à une tasse manufacturée au loin. C'est le temps. Enfin, déjà, le fait de la penser, parce qu'on ne l'a pas chiffré, tu ne lui as pas donné de temps imparti pour cette partie-là. Imaginer une pièce, une nouvelle pièce, etc. Et oui. Faire des tests, des retests, cette des partie, mots. Voilà, il y a tout un travail en amont. Et ça, c'est une vraie question. Ouais. C'est un vrai sujet très vaste, le prix. Mais effectivement, il y a plein de paramètres. Mais le temps en est important, puisque selon l'objet, qu'il soit en série ou en pièce unique, par exemple, ça sera différent. Le temps passé ne sera pas le même, donc on ne pourra pas avoir exactement les mêmes critères de définition du prix. Et puis, effectivement, toutes les recherches qu'on va faire en amont, finalement, il peut se passer quelques mois, en fait, quelques semaines, quelques mois de recherche. Donc, c'est des mois peut-être où commercialement, dans une année, sont plus creux, mais où du coup, pendant ce temps, il n'y aura pas de revenus. Donc, il va falloir amortir ça aussi quand même sur le prix d'une pièce. Et puis, si le consommateur cherche une pièce artisanale, c'est qu'elle a quand même une particularité. Donc, par exemple, on va rechercher un émail, une couleur, une texture. Donc, on va essuyer vraiment des semaines et des mois de recherche et de tests avant d'arriver au résultat souhaité. Et donc, tout ça, ça va entrer dans la composition du prix. On va comparer un petit peu aussi, finalement, ce que font d'autres céramistes, puisqu'on va peut-être éviter le... comment on appelle ça ? Le plagiat ? Ouais, et puis de dévaloriser, tu vois, le métier, parce que quand on commence, on va dire « Ah, mais ma pièce, ça va peut-être pas valoir autant », mais finalement, se détacher de ça, c'est peut-être important assez vite pour pas plomber l'ambiance, mais parce qu'en fait, c'est un vrai métier et que du moment qu'on arrive à fabriquer un objet, je pense qu'on a acquis quand même certaines compétences et que à côté de ça, il y en a qui vont aussi faire valoir leur artisanat. Enfin, justifier tous ces prix, tous ces critères dont on vient de parler. Et il faut pas plomber le marché, il faut pas plomber les copains, parce que c'est juste, parce que c'est justifié et que tout ce temps, il faut pouvoir en vivre quand même. C'est pas juste pour s'amuser. Carrément. Et c'est en fait, je pense qu'il faut prendre conscience que quand on achète une pièce Atelier Toltec, je crois qu'on n'a même pas dit le nom de ta marque depuis le début. Donc la voilà. Atelier Toltec, tu nous expliqueras après d'où vient le nom. Avec plaisir. On achète en fait effectivement de la terre, un savoir-faire et du temps aussi. Du temps de conception. Et c'est marrant parce que ça fait très écho à ma façon de... Moi j'adore la céramique. Et je la choisis tous les jours. J'achète toujours qu'une tasse. Je ne fais pas de chez tel ou tel service. Tu m'as offert 2 tasses, c'est vrai. Un petit duo. Ouais, un petit duo. Et c'est vrai que moi, ma façon de... Je le raccorde beaucoup au temps. Parce que c'est mon petit rituel du matin. C'est choisir la tasse qui va m'amener... je suis allée à Marseille, j'ai ramené une tasse à tel endroit, à telle ville, à tel moment, etc. Et je vais la coupler à un café que j'aurais choisi très certainement dans cette ville, etc. Donc c'est ma manière de consommer aujourd'hui la céramique, même les assiettes, etc.
essentiellement des céramistes. Mais voilà, moi je la rattache toujours à un moment, à un temps, à un moment où je vais poser ce temps, et quelque part ça fait écho à tout le temps que tu peux passer ou que tous les céramistes passent sur une pièce à un moment donné. Complètement. Complètement. Et c'est vrai que cette phase de recherche, en fait, parce que voilà, que ce soit de recherche de couleurs, de recherche de forme, tout ce qui ne se voit pas, et puis même finalement, je crois que le consommateur n'est pas forcément éduqué, on va dire, au courant du temps nécessaire à l'élaboration d'une pièce, le fait qu'il y ait de cuisson, voilà, tout ce que ça engendre. Et je trouve que ça se communique quand même de plus en plus. On découvre quand même ce métier-là en ce moment énormément. Et c'est chouette parce que voilà, on revient à des valeurs plus simples, des valeurs artisanales aussi, artistiques. Oui, le travail de la main. Exactement. Et ça fait entrer ça dans nos quotidiens. Et je pense qu'aujourd'hui, on a bien besoin de ça. Oh oui. Ce retour à la nature, au temps, observer les choses, prendre le temps de faire les choses. Ouais. De ne pas aller dans l'immédiateté de tout. C'est clair que la céramique est un moyen de se connecter à ça, ça c'est sûr. Tout à fait. Pour le petit mot de la fin, tu nous dis d'où ça vient, Atelier Toltec ? Ouais. Alors, Atelier Toltec, j'ai été assez inspirée par les 4 accords Toltec. Donc, on rapporte encore un peu de spiritualité, de philosophie, de vie dans cet atelier. Et en fait, j'aime beaucoup les influences amérindiennes, les sagesses indiennes. J'aime aussi finalement leur symbolique et leur esthétique. J'aime l'univers avec des symboles, des significations, des trucs un peu mystiques, si tu veux. Et voilà, donc ça m'a tout de suite convenu. Et je peux dire que je me sens bien dans ce nom encore aujourd'hui. Donc, le nom te va bien. C'est gentil. Donc je vais le garder encore un peu. Super, merci Virginie pour tout ce partage. Donc je mettrai tous les liens où on peut te retrouver, adopter donc tes pièces et ton actualité dans le descriptif de l'épisode. Voilà, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Tu as quelque chose, une actualité, je sais pas, bref. Sujet libre. Non, j'ai pas pensé à ça, tiens. Enfin, j'ai pas pensé d'ailleurs en amont, mais non, si je peux dire aux personnes qui nous écoutent et qui ont envie parce que je crois que c'est répandu aujourd'hui là, de se reconvertir ou d'avoir des projets, des rêves, de vie. Des rêves qui pourraient devenir des projets. Il faut y aller en fait, voilà, d'y aller. C'est difficile de dire il faut y aller comme ça, allez-y. Mais bon, j'ai envie de dire cette reconnexion à soi, elle est parfois nécessaire et ça fait peur, mais c'est tellement riche après derrière que voilà, il faut sauter le pas et la terre, pourquoi pas, mais si c'est en loisir déjà, et c'est un bon moyen de s'ancrer dans le moment. Donc c'est méditatif. Il y a plein de cours partout. Il faut pourquoi pas hésiter à tester ça, c'est sympa. Super. Merci Virginie. Merci à toi Gaëlle. À très bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Maison Conquête. Qu'est-ce que j'aime l'ambiance des ateliers. Les bruits, les odeurs. J'adore. Alors j'espère que cet épisode vous aura plu parce que j'ai vraiment l'intention de recommencer. En attendant, pour suivre Virginie, c'est sur Instagram que cela se passe. Sur son profil, @Atelier Toltec. Vous y retrouverez toutes ses créations et son actualité. Et n'oubliez pas, si vous voulez m'aider à faire connaître le podcast, c'est très simple. Il suffit de mettre 5 étoiles et un avis sur vos plateformes d'écoute préférées. Sinon, un partage de l'épisode sur vos réseaux sociaux sera juste parfait. Je suis Gaëlle Dumora. Si vous souhaitez découvrir mon travail et mes accompagnements, venez me rendre visite sur mon site www.maisonconquête.fr ou sur mon Instagram @maisonconquête. À très bientôt.